Bonjour à tous et bienvenue au ce premier webinaire 2025 du club MES, Digital Experience MES. Je vais introduire le sujet, mais je vais attendre encore quelques minutes que tout le monde puisse rentrer dans la salle, parce qu'on a pas mal de participants inscrits. Donc je coupe mon micro là pour la minute qui suit et puis on démarre dans une minute. Merci à tous. Bien, rebonjour à tous et bienvenue à ce premier webinaire du Club MES, Digital Experience MES 2025, première édition. Je me présente Marc-Antoine Saillon, responsable de la commission événements du Club MES. Je vais aujourd'hui faire le modérateur sur ce webinaire et vous voyez qu'il y a pas mal de caméras et pas mal d'intervenants ce jour, donc on fera un tour de table là dans quelques instants. Je vais laisser à tout le monde le temps d'arriver. 14h01, on n'est pas en retard pour l'instant. Je vais attaquer tout doucement en vous rappelant pardon, quelques règles de fonctionnement du webinaire. Donc, tous les intervenants, toutes les personnes qui écoutent n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur caméra, leur micro. Vous trouverez en bas à droite de la fenêtre de webinar deux onglets qui vont vous intéresser. Le premier qui s'appelle Chat, sur lequel vous allez pouvoir nous dire si vous nous entendez bien et si tout va bien pour vous. Et un onglet Questions sur lequel vous pourrez poser précisément vos questions. Donc on a prévu 2 temps de questions-réponses durant ce webinaire, donc n'hésitez pas à les écrire, je les remontrer à l'ensemble des intervenants et nous les traiterons au fur et à mesure, quand je n'y répondrai pas par écrit. Voilà, c'est à peu près tout pour cette partie-là, n'hésitez pas au cas où. Donc aujourd'hui, un sujet qui fait couler beaucoup d'encre, l'intelligence artificielle. Nous avons voulu rapprocher au niveau du club MES les deux thématiques, celle du MES, système de pilotage de la production, et le monde de l'intelligence artificielle, pardon, avec des use cases concrets. Alors comment ça va se passer aujourd'hui? Je vais vous faire une petite introduction sur le club MES, montrer la force que cela représente sur le territoire national aujourd'hui, et ensuite 2 temps, 14h à 15h, 14h05 à 15h, 3 experts du club MES qui vont s'exprimer sur aujourd'hui la complémentarité des offres MES et IA présentes chez eux. Et sur la dernière demi-heure, une table ronde qui sera animée par Olivier Guillon et trois industriels, dira-t-on, qui vont participer à cette table ronde. Donc, pour que vous puissiez mettre un nom sur un visage, je vais laisser brièvement chaque intervenant se présenter. Comme ça, au moins, ça sera un petit peu plus facile pour vous d'identifier tout le monde. Eric, je te laisse commencer. Bonjour, donc je suis Eric Nicole, je travaille pour la société Infor et donc je suis responsable commercial pour la France et un certain nombre de pays d'Europe du Sud. Florent. Bonjour à tous, Florent Tonson, je suis dirigeant fondateur de la société EasyTech. Nous sommes éditeurs et intégrateurs de solutions MES et je suis également le secrétaire du club MES. Très bien, merci. Je crois qu'Aurélien Verleyen n'est pas dans la salle encore, il n'est pas encore arrivé, donc je vais le présenter. Aurélien Verleyen est le responsable de la stratégie IA au sein de VIF, éditeur ERP et
MES. Aurélien, je vois que tu es là, mais je te vois pas connecté dans la salle. Alors, je pourrais y revenir éventuellement. Olivier, je te laisse te présenter, s'il te plaît. Oui, bonjour à tous, Olivier Guillon, journaliste et rédacteur en chef de la revue Production Maintenance, l'unique magazine indépendant en France diffusant des informations 100% techniques et dédié à la maintenance industrielle. Très bien, merci. Patrick? Patrick, donc chef de projet extrusion pour Cepalumic, qui a intégré la fabrication de ses profils aluminium en local, donc fabricant de menuiserie, utilisateur de Smart Extrude en ayant intégré un petit module IA pour la commande des filières qui servent à l'extrusion. Très bien. Damien, s'il vous Alors, plaît. oui, tout à fait. Donc, moi, je ne suis pas industriel. Je suis enseignant-chercheur, professeur à l'université Grenoble-Alpes. Je suis responsable d'une équipe qui s'appelle Marvin, dont la spécialité, c'est l'IA, notamment appliquée aux problématiques d'ordonnancement et de planification. Merci. Et enfin, Olivier. Bonjour à tous, donc Olivier Valmont, donc là moi plutôt côté industriel, je suis responsable des projets industriels et techniques pour la société Orial dans sa branche ultra frais, donc Orial qui est un fabricant de produits lactés, yaourts, desserts et autres, et donc on utilise le MES depuis pas mal d'années avec la solution de Productis, qui est un intégrateur de solutions MES, enfin un créateur et intégrateur, et on a commencé à utiliser l'IA dans une première partie, on a déjà fait un POC sur une deuxième partie assez intéressante et on a déjà beaucoup d'idées en tête avec ces sujets. Très bien, merci Olivier. Très bien, bah, je vais donc entamer la présentation du club MES. Donc aujourd'hui, il n'est pas forcément dans la salle aujourd'hui, mais Stéphane Crépé, gérant de la société Productis, est également président du club MES. C'est pour ça que je tenais à vous le présenter via cette slide-là. Et bah, je me représente brièvement. Donc Marc-Antoine Saillon, en charge de la commission événements physiques ou digitaux du club MES et manager marketing chez Sofine, intégrateur de solutions MES. Vous le verrez sur la droite, aujourd'hui le club MES c'est environ une quarantaine de membres actifs dont la mission principale est de promouvoir les solutions MES sur le territoire national, mais pas que. Les membres ont beaucoup grandi ces dernières années. Enfin, l'effectif du club MES a pas mal grandi ces dernières années. On sent sur le marché l'importance de ce type de solution et donc la force de frappe du club MES aujourd'hui. Une deuxième slide qui présente effectivement ces missions-là et tout ce que l'on peut faire au niveau du club MES. C'est-à-dire que si certains d'entre vous se sont rendus sur Global Industries à Lyon au mois de mars, vous aurez pu remarquer que le village MES représentait une quinzaine d'exposants du club MES, 15 sociétés du club MES qui étaient présentes sur le salon. C'est ça notre force d'être en communauté. C'est aussi pouvoir créer des ponts entre les solutions MES et des solutions transversales chez les industriels et d'être force de conseil et de recommandation. Voilà. C'est pour ça que le slogan est Club des experts du MES, un des moteurs de l'industrie 4.0. J'en ai fini pour le club MES, je vais m'en arrêter là. Je vais laisser à nos trois experts la parole. Donc dans l'ordre, Eric Nicole chez Infor, Florent Tonson chez Zitech et ensuite Aurélien Verleyen chez Vif qui s'est connecté cette fois-ci, on le voit. Exactement. Ok, je vais pouvoir vous laisser la parole et Eric, je te laisse partager ta présentation et prendre le relais. Je réafficherai à ce moment-là ma présentation quand vous aurez tous les trois terminé. Alors, je vais essayer de faire ça. En fait, je suis dans une configuration différente de ce qu'on avait essayé la dernière fois, donc je vais voir comment faire ça. Je pense que je vais faire tout l'écran. Ce sera là, évidemment.
C'est ce qu'on avait voulu éviter, mais alors, est-ce que ça, vous voyez ma présentation? Oui, on voit le mode édition Alors, de par contre, il PowerPoint. me semble que quand je passe en mode comme ça, est-ce que là, vous voyez en mode complet ou pas? Non, ça doit être l'autre écran qu'il faut que tu choisisses. Ben, le truc, c'est que une fois que je suis passé dans ce mode-là, j'ai plus accès. Alors, attendez, tchac. Comment je peux faire ça? C'est un peu désagréable. Parce qu'en fait, quand on a fait le test, toi et moi, il y avait deux écrans, et là, il y en a qu'un. Et ça change tout. Ah, effectivement. Euh, bah, Ça va. c'est pas très grave si tu arrives à le passer en plein écran ou plus grand. Ben, quand je passe en plein écran, vous le voyez pas, donc vous n'allez pas voir les slides une par une. Ah ouais, ou sinon, bon, ça va pas être terrible, mais on va faire comme ça. On va faire comme ça. Ça fait un peu, pour quelqu'un qui vend de la technologie, c'est pas extraordinaire, mais on va y aller comme ça. Là, vous voyez ma slide. Si je change, vous voyez? Oui, très bien. Ok. Bon, je Je te suis laisse désolé. démarrer. Ouais, je vais commencer. Je vais mettre ça en plus petit. Voilà. Ok, donc Eric Nichols, la solution que l'on commercialise s'appelle Infor MES. Je vais commencer par quelques définitions sur l'IA. Je pense que ça peut être utile à certaines personnes comment dire, de l'assistance. Donc IA, tout le monde sait que c'est intelligence artificielle. On parle de Gen AI, donc c'est des outils pour générer du contenu, du texte, des audios, des images. On utilise le terme de LLM, donc en anglais c'est Large Language Model ou grand modèle de langage. Par exemple, on va parler des langages Claude, GPT, Jurassic, Titan. On verra ça un peu plus loin. Donc en fait, ces langages-là et les applications AI vont traiter des très grands ensembles de données, vont se former sur des sujets en utilisant tout type de données, des livres, des journaux, des réseaux sociaux, des sites web, et ils peuvent générer des rapports. Ensuite, on parle de machine learning, donc ou ML. En fait, on va pouvoir enseigner aux outils d'IA des concepts. Donc là, dans le cas, ça va être des concepts de MES, des concepts de production, des concepts de performance, de qualité, de maintenance, enfin, tout ce qui va intéresser la production. Ensuite, on parle de prompt. Alors, je l'ai pas traduit. C'est comme des demandes, hein, mais si quelqu'un, enfin voilà, on pose des questions, on va dire, à l'intelligence artificielle. En fait, c'est un ensemble d'instructions qui vont être traitées et qui vont générer une réponse. Et puis, on parle d'API, donc c'est de manière générale des programmes, mais ils sont utiles par rapport à des fonctions de base d'intelligence artificielle pour générer une expérience utilisateur GenAI pour pas que les gens fassent de la programmation pour utiliser ces outils-là. OK? Donc, c'était quelques termes d'introduction. Je vais vous dire un petit peu quelles sont les solutions que l'on commercialise et comment l'IA va intervenir là-dedans. Donc, en deux mots, peut-être que tout le monde ne connaît pas Infor. Donc, Infor, c'est une grande société qui fait à peu près 3 milliards de dollars et 17 000 employés, donc d'origine américaine. C'est une société qui est spécialisée dans les ERP cloud et qui a comment dire, une caractéristique, c'est de proposer des ERP par industrie. Donc, pour l'agro, l'auto, la mode, la distribution, ainsi de suite. OK? Mais cette société commercialise également d'autres solutions logicielles, des WMS, du PLM, du MES, du Workforce Management, du CPQ pour faire des cotations, des configurations. Voilà. Et en fait, toutes ces solutions sont bâties autour d'une plateforme qu'on appelle InforOS. Je vous expliquerai un petit peu plus tard ce qu'il y a dedans, et notamment, bien sûr, des outils AI. Du point de vue MES, peut-être que tout le monde ne connaît pas la Infor MES. Notre vision produit, c'est de proposer le MES avec la couverture la plus large, la couverture fonctionnelle la plus large, le plus configurable et, si possible, le plus convivial du marché. Alors, du point de vue comment dire, de la couverture fonctionnelle, on a découpé ça en à peu près 8 modules. Donc, il y a un module dédié à la production.
par exemple à la planification, à l'analyse de performance. Donc c'est tout ce qui va être gestion comment dire des ordres de fabrication et collecter toutes les informations qu'on veut autour de ces OF. Il y a un module dédié à la gestion de la qualité, donc tous les contrôles qualité, les plans qualité, l'analyse de la qualité. La gestion d'inventaire, donc c'est tout ce qui va être gestion des lots, des numéros de série et des relations entre les matières premières, les semi-finis et les produits finis dans les deux sens. Il y a un module logistique qui permet en fait dans le MES, c'est comme un WMS intégré qui va permettre de faire les réceptions, gérer tous les mouvements au sein de l'usine et également les expéditions. Il y a également une GMAO intégrée dans un fort MES. Il y a un module dédié à la gestion d'outillage. Ça peut être des outils d'usinage, ça peut être des moules, ça peut être tous les outils qu'on peut utiliser dans une fabrication. Il y a un module dédié à la gestion de l'énergie et il y a un module dit de workflow ou de EBR, Electronic Batch Record, qui est surtout utilisé dans la cosmétique et la pharma. Voilà. Donc, comme vous voyez, un scope très très large. C'est une seule application, une seule interface utilisateur, une seule base de données, donc avec une homogénéité d'utilisation. Qu'est-ce qu'on pense qu'est-ce qu'on pense comme être les qualités de notre MES? La largeur de fonction. On va s'intégrer avec, en fait, comme je l'ai dit, la suite d'outils d'Infor. Bien sûr, on a la capacité de s'intégrer avec des ERP tiers, quels qu'ils soient, des PLM, des WMS. Et bien sûr, comme tout bon MES qui se respecte, il faut avoir la capacité de se connecter à des capteurs, à des jauges de mesure, à des équipements de labo, à des automates et ainsi de suite. Une des caractéristiques de notre solution, je dirais, on a travaillé lors des 5 dernières années, on va dire à peu près, à rendre toute la solution, et vous avez vu le scope très large, avec un certain nombre de fonctions disponibles sur étagère, ce qui va nous permettre de faire une méthodologie de déploiement basée sur le prototypage. Donc à chaque fois, pour chaque processus, on va bâtir un prototype et éviter de faire des développements spécifiques. Donc c'est l'aspect low-code, no-code. On a rendu tous les processus de fabrication qu'on supporte configurables par menu. Et ça s'applique aussi au rapport. On verra, on va discuter de ce sujet un peu plus tard. Bon, ça permet de traiter un petit peu toutes les domaines de manufacturing discret, d'assemblage, des industries de process. Et puis, on a un aspect aussi gestion multi-usine, où on peut avoir une centralisation de master data et des indicateurs qui peuvent être faits sur une machine, une ligne, un service, un département, une usine ou plusieurs usines. L'ensemble de nos rapports fonctionnent de cette manière-là. Du point de vue innovation, on travaille toujours sur l'interface utilisateur pour qu'elle soit la plus conviviale possible. On doit pouvoir accéder à ce genre de solution depuis un PC, une tablette, n'importe quel device, un portable, et ainsi de suite. Et il y a un aspect, je dirais, relativement innovant, c'est celui lié à l'IA, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. OK? Donc, c'était juste une introduction sur la solution, sur ce qu'elle fait. Et donc, on va pouvoir appliquer l'IA sur l'ensemble de cette couverture. Alors, les outils d'IA sont récents, faut être honnête, clair. Donc, ils ont été introduits, on a 2 releases de cette solution par an, et l'une en octobre. Ça a été introduit en avril de l'année dernière et ça a été, je dirais, finalisé en octobre de 2024. L'apport majeur de l'IA dans un fort MES, ça va être une génération d'analyse de rapports. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est je vous expliquer quels sont les rapports que l'on a. Donc, un fort MES dispose à peu près de 250 rapports sur étagère dans tous les domaines du MES. Okay, alors là, vous allez peut-être pas pouvoir lire, mais c'est marqué 251. Donc voilà, on a une liste de rapports sur étagère qui est configurable. Donc, comment utiliser ces rapports? Donc, il y en a dans tous les domaines. Donc là, je vous ai mis un exemple. Il y a tous les domaines du MES ici
production, arrêt, rebut, qualité. Donc là, par exemple, c'est ceux qui sont disponibles sur étagère pour la production. Ça va être délicat, ça, normalement. Bon. Il y a ceux qui s'appliquent à la qualité. Quand on veut utiliser ces rapports standards, on collecte des montagnes de données, hein, comme la plupart des gens qui assistent à cette conférence le savent. On va pouvoir utiliser de puissants outils de filtrage. On va pouvoir filtrer sur le temps. Alors, je sais pas, je vais voir. Est-ce que si je fais ça, est-ce que vous voyez toujours mon écran? Oui. Antoine? Parce qu'en fait, il y a des animations et des vidéos. Donc, je pense qu'il va falloir que je navigue un peu. Donc là, on peut on peut filtrer sur le temps, sur les équipements, là, c'est un rapport sur les arrêts. Donc, bien sûr, sur le type d'arrêt, les raisons d'arrêt, les catégories, ainsi de suite. Et qu'est-ce qu'on va obtenir? Là, vous voyez un écran avec une base bleue en haut. Encadré de rouge, hein, c'est ça? Il y a du bleu en haut, c'est ça que je veux valider. Non. Non, c'est bien ce que je pensais. Aïe, c'est terrible ça. Comment je peux faire ça? Ça va pas être ça. Je suis désolé. C'est infernal. Est-ce que tu as une idée, Marc-Antoine, comment je peux? Parce que de toute façon, à un moment, il y a des vidéos. Comment je peux sélectionner? Quand j'ai voulu essayer de sélectionner tout l'écran, ça n'a pas fonctionné. Ouais, on voit que le PowerPoint et pas le diaporama avec Christian Flochard a raison. Et effectivement, les vidéos, si tu peux les diffuser via une autre source. Ça va être infernal. Je suis désolé de cet ennui technique. Alors, quand j'essaie de partager tout l'écran, ça fonctionne pas. Et quand je me mets comment? Ouais, désolé, c'est du direct. Ça va nuire un petit peu à la qualité. Et quand je passe en full screen, sélectionner l'écran. Ah, c'est l'enfer. Bon, écoutez, on va faire avec les moyens du bord. Donc, alors, quand on utilise ces rapports standards, on va obtenir des résultats sous forme de tableaux ou de graphiques, donc des parétos, des courbes, ce genre de choses. Et comment dire? Donc voilà, c'est ce que nos clients utilisent tous les jours. Donc quelle va être la valeur ajoutée de l'IA? En fait, eh bien, donc on a introduit des outils d'IA basés sur comment dire, du machine learning et des fonctions de generate. Alors, d'où ça vient? Comme j'ai dit, en fait, toutes les solutions d'Infor sont basées sur une plateforme qui s'appelle InforOS et qui a un data lake, qui a des notions de sécurité pour pouvoir, utiliser ces données. C'est des solutions cloud, hein, pour les utiliser via Internet. Et il y a dans cette plateforme des outils d'automatisation de process, d'intelligence de process et, donc là c'est pas le sujet, je vais pas développer, mais d'intelligence artificielle. Eric, excuse-moi, tu me partages plus rien, on voit plus ton écran. Oh pardon. Oh la vache, oui, et on a une recommandation de Marc Brial qui nous dit que tu peux partager en mode livre, ça sera un petit peu plus confortable en mode livre. Je pense que c'est tout en bas à gauche de ton PowerPoint. Ah. Si tu partages ton écran à nouveau, on va te montrer. Là, vous voyez mon écran ou pas? Pas encore. Youpi, Livestorm. Que tu dis en mode livre, c'est quoi celui-là? Reading View, peut-être? Je pense que c'est ça. Oui. Voilà. Super. Ok. Merci. Merci pour l'aide. Donc là, c'était les rapports sous forme de tableau. Voilà, ouais, l'animation fonctionne super. Et puis donc, après, c'est des parétos, tout le monde a déjà vu ça. Ok, je reviens là. Donc, comment obtenir plus de... Merci à mon sauveur. Comment obtenir plus de valeur rapidement? Donc, on va utiliser cette plateforme
qu'est-ce que ça va permettre de faire? En fait, à chaque fois, quand on fait des rapports, par exemple, avec des rapports de type Excel, on peut avoir des milliers, des dizaines de milliers de données, de lignes. Et l'AI va permettre d'avoir en fait une analyse de ces données et d'avoir des résumés de ces analyses. Donc en fait, on va pouvoir interroger les données. On a, nous, bâti un certain nombre de prompts LLM que je vais vous montrer, et les clients pourront bâtir eux-mêmes leurs prompts, c'est-à-dire poser les types de questions sur des sujets qui les intéressent, et les analyses qu'aura fait l'AI, on peut les avoir en live, mais on peut aussi se les faire programmer, par exemple tous les jours ou toutes les semaines, et les recevoir dans sa boîte de messagerie. Donc là, alors je ne sais pas si vous voyez bien, mais donc c'est la liste des LLM qui sont disponibles. Hein. Donc on voit Claude 2, 2, 1, 3, 3, Sonnet. Enfin bon, c'est un peu pour les experts, mais GPT 3.5, GPT 4, Jurassic, Llama, Titan. Ok. Donc ça, c'est les LLM qui sont utilisés par notre application AI. Et ensuite, on a, nous, sur les rapports standards qu'on a sur les 250, on a bâti un certain nombre de prompts que je vais vous faire découvrir. Donc en fait, voilà, un prompt, c'est ça. En gros, c'est un petit peu comme on travaille avec GPT, sauf qu'on va faire ça dans un format un peu particulier. Donc je vais le lire vite fait. Hein. Vous êtes un assistant de fabrication compétent en MES, expert en arrêt machine et usine. Vous m'aiderez à analyser les données en détail afin de formuler des recommandations d'amélioration. Vous recevrez un rapport contenant les données sous forme de listes séparées. Et après, ben voilà, veuillez résumer ces données. Donc, on donne un certain nombre de consignes ici sur ce que l'on veut comme résultat. Et à partir de ça, on va donc avoir des résumés AI, des analyses de rapports et éventuellement donc les recevoir par mail. Donc là, il y a une petite vidéo, donc j'espère que ça va fonctionner. Donc là, je suis sur un rapport d'analyse d'arrêt. Donc là, on voit par exemple qu'il y a eu, sur la période que l'on considère, il y a eu 368 arrêts avec un certain nombre d'informations. Vous voyez qu'ici, qu'il y a une petite, image particulière. Ce sont les rapports, les analyses AI sur les arrêts. Donc, elles sont ici. On va en choisir une. Et ensuite, le système va générer, voilà, un rapport. Donc, il faudra peut-être que je vais arrêter. Un rapport qui dit, voilà, en résumé, la machine qui fonctionne le moins bien, c'est ça. Enfin, en gros, elle va générer le rapport suivant les indications qu'on aura mis dans le prompt. Donc, la cause d'arrêt, c'est celle-ci. S'il y a tel et tel problème, vous pouvez faire ça. Et ensuite, il y a un certain nombre de recommandations qui sont là. OK? Donc, voilà. Regardez si, par exemple, ça vient pas du process de setup. Regardez les causes des arrêts bloqués. Enfin, voilà. Un certain nombre de choses, de recommandations qui vont être proposées. Ensuite, il y a un autre exemple. Là, en fait, c'est une vidéo qui a été enregistrée en live. Hein. Et on va voir un autre type de rapport. C'est le même. Comment je fais pour passer à la slide d'après? Vous voyez, il remet la même vidéo. C'est un peu. Alors peut-être que c'est là. Voilà, c'est ça. Donc j'arrête là, ici. Donc vous voyez que le format du rapport peut être très différent. On peut choisir comment dire. Donc ça, c'est quelque chose qui a été reçu par mail. Hein. Je vais le relancer une fois et essayer de l'arrêter. Donc en fait, on a choisi l'un des rapports qui sont ici. C'est le même. Il est revenu une slide en arrière. Je ne maîtrise pas, disons, ce mode-là. Hein. Voilà. Oh, là. Voilà, donc là, le rapport est en anglais, mais bon, ça vous donne une idée de type d'analyse et de rapport que l'on peut obtenir. Je vais passer
Donc ici, c'est un autre type de rapport sur la performance de production. Donc on dit, voilà, sur l'équipe en cours, par exemple, on a un rapport de type classique et on peut générer la version AI de ce rapport, voilà, qui va dire, voilà, j'ai la meilleure équipe, c'est celle-là, la pire, c'est celle-là, la ligne, bon, là, en gros, de toute façon, les résultats qu'on obtienne correspondent à ce qu'on a demandé dans le prompt. Okay, donc là, on lui a demandé de trouver, voilà, quelle était l'équipe qui a mieux travaillé, quelle était la ligne la plus performante, et ce genre de choses. Et après, un certain nombre de remarques sur la disponibilité des lignes et l'efficacité au point de vue performance, et aussi des recommandations d'amélioration. OK, donc c'était des petits exemples. Donc ça, c'est ce qui est disponible actuellement. La prochaine génération, alors comme j'ai dit, tout ça c'est basé sur une plateforme qui s'appelle InforOS, qui contient un certain nombre de choses pour des histoires de single sign-on, un data lake. Donc le data lake va permettre de combiner des informations d'un fort MES et d'un autre système. Alors bien sûr avec les outils d'Infor, mais aussi avec d'autres ERP, d'autres WMS, d'autres PLM. On va pouvoir combiner des données et ensuite faire travailler l'IA sur les données contenues dans le data lake. Donc en fait, les outils qui sont mis à disposition par InforOS sont le data lake, un certain nombre d'IA et les machine language, des outils GenAI. Et en fait, ce qui est important, quand un client veut travailler sur un sujet particulier, on va l'aider, on va le former et on va l'aider à créer ses propres prompts, à travailler sur ses propres sujets. Okay, donc généralement, le fait de travailler sur ces notions d'AI, s'accompagne par une notion de service. Voilà. Ça, c'est juste une précision où ça décompose un petit peu tout ce qu'il y a dans la plateforme OS, d'InforOS. Et notamment, il y a des choses intéressantes. Je ne vais pas détailler tout, mais il y a des notions de reconnaissance optique de caractère et des modèles d'apprentissage pour numériser les documents. Et ça, c'est extrêmement important, par exemple, pour des process qui sont peut-être pas forcément ceux du MES ou de la production, mais par exemple si vous recevez une entreprise reçoit des plaintes de clients sous forme fax ou des choses comme ça, on peut en fait travailler avec des données qui ne sont pas, je dirais, numérisées de manière intelligible. Mais on peut, à partir de fax ou de documents numérisés, scannés, faire une automatisation de processus. Et à l'instant T, j'ai pas d'exemple client qui ont travaillé sur Infor MES et l'IA, parce que, comme je l'ai dit, c'est tout récent. Mais par contre, Infor a déjà fait réaliser à un certain nombre de ses clients sur un scope plus large que le MES des gains phénoménaux. On ne parle pas de 10, 20%, c'est des x3, x4, x5 sur certains domaines. Voilà. Ce sont des choses que vous pourrez retrouver ensuite. Je suis désolé, Eric, il va falloir que je. Voilà, non, mais de toute façon, c'est la dernière slide. Voilà. Okay, donc qu'est-ce qui va venir? Donc, on a déjà vu qu'on avait des analyses sur les rapports, des résumés par mail. La prochaine étape, sur laquelle on est en train de travailler, c'est d'avoir un chatbot. C'est-à-dire que directement, les gens, comme on le fait dans ChatGPT ou ce genre d'outils, vont pouvoir poser des questions et bien sûr ça travaillera en machine learning, c'est-à-dire que tout ce qu'on a reposé comme question et tout ce qui a été récupéré comme réponse servira ça s'enrichira au fur et à mesure. Voilà, j'ai fini. Et désolé pour les petites techniques, j'ai appris ce que c'était que le mode livre. Merci encore. Merci beaucoup pour cette présentation, Eric. Je vais laisser Florent enchaîner, qui va nous proposer de la cuisine, a priori. Merci, Marc-Antoine. Donc, Eric a pris de la hauteur et nous a donné de la visibilité à long terme. Moi, je vais redescendre un petit peu plus sur le terrain et vous parler d'une intégration d'une IA dans un projet MES.
On va parler des ingrédients justement pour cette réussite et ce projet-là. Un projet qui est d'actualité et qui est en place chez un de nos industriels. Alors, tout d'abord, le contexte. Le contexte, on va parler d'un industriel qui fabrique des profilés aluminium. Alors, les profilés aluminium qu'on retrouve sur les vérandas, qu'on retrouve dans toutes les menuiseries, mais qu'on peut retrouver dans les véhicules, ces profilés aluminium, on en retrouve de partout aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation de ce procédé, c'est un procédé qui est complexe à mettre au point et qui est très énergivore. C'est un procédé qui consiste à chauffer une billette d'aluminium brute, la chauffer jusqu'à la rendre le plus malléable possible, la faire traverser une filière, donc c'est l'outillage, et qui va nous permettre d'obtenir un profilé d'aluminium, qui sera ensuite laqué, anodisé, retraité, etc. La problématique de ça, c'est que la mise au point de l'outillage, donc la filière qui va servir à obtenir la forme, est très long et surtout aujourd'hui basée sur la connaissance humaine et l'expérience. Alors, l'objectif d'un projet comme ça, c'est quoi? C'est de réduire ces phases de conception, c'est de préparer la mise au point sur ligne et aussi accompagner le commerce, savoir combien pourrait coûter un futur produit qu'on va mettre sur le marché. Alors, le fait de réduire les phases de conception, de préparer la mise au point sur ligne, va permettre justement de ne plus utiliser la ligne de production pour faire ses essais, de ne plus consommer de la matière et de fait ne plus consommer d'énergie et accessoirement ne plus monopoliser la ligne de production pour faire sa mise au point. Donc ça, c'est l'objectif, c'est de réduire toute cette phase-là de préparation. Alors, la solution, si on veut atteindre ça, c'est quoi? C'est de créer tout cet outillage et toutes les données techniques qui vont avec à partir d'un simple plan, donc un plan émis par un architecte, un concepteur, un plan digital en tout cas, et s'appuyer aussi sur un savoir. Alors, le savoir qu'avait ce fameux expert, l'être humain, mais un savoir qui se trouve dans une base d'historique. Donc, c'est de créer tout ça le plus rapidement possible. Et bien sûr, toutes les consignes de production qui vont être associées à cet outil qui sera mis sur la ligne de production. Ensuite, c'est de tester cet outil-là, mais de le tester de manière totalement digitale. Donc, on va parler de simulation. Donc, on va simuler la production avec ce nouvel outil, ajuster digitalement l'outil, l'améliorer et simuler sa production, avoir des résultats de calcul sur ses rebuts, sur l'énergie qui sera potentiellement consommée. Donc, créer un véritable jumeau numérique. Alors, la solution de ça, c'est quoi? C'est le couple magnifique du MES avec de l'intelligence artificielle. C'est la solution qui nous est apparue la plus logique pour faire le plus de simulations possible et de pouvoir digérer le plus de données possibles. Alors, comment ça s'est passé, ce projet? Parce que c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, hein, c'est un projet qui est réel, hein, qui est dans la vraie vie. On verra tout à l'heure autour de la table ronde, on a l'industriel qui va témoigner du résultat. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Tout d'abord, il y a une phase de préparation. La préparation, c'est d'avoir avec soi un industriel, dans le cas présent, donc la société Cepalumic, l'industriel, donc le client, mais surtout l'industriel qui arrive avec des données qui sont propres, des données qui sont structurées, et ces données, on les a au travers d'un MES, le logiciel Smart Portal, et puis surtout, cet industriel-là, il a la connaissance du métier. On ne va pas réinventer, ce n'est pas une intelligence artificielle qui va réinventer et découvrir et apprendre tout seul. Non, il va falloir lui apprendre des choses, et qui mieux qu'un être humain pour apprendre ce qui sait mieux faire. Ensuite, il faut s'entourer d'experts. Des intégrateurs MES, savoir comment est-ce que je peux aller chercher la donnée, elle est structurée, certes, mais il faut savoir si, d'une part, la vérifier si elle est vraie, si les bases historiques sont intelligibles et utilisables. On verra après qu'il faut réintégrer tout ça dans un MES existant. Il faut s'entourer de consultants dans le métier final
puisque là, on va parler d'extrusion aluminium, d'accord? Le fait de passer la billette et d'en sortir un profilé aluminium s'appelle l'extrusion. Donc, on va s'entourer d'experts là-dedans, d'experts métiers, qui vont permettre de valider si ce qu'on fait en bureau, en laboratoire, est vrai. Et puis, l'idée de ça, c'est de s'entourer aussi d'experts en intelligence artificielle, puisque là, on va parler algorithmie, on va creuser, on va aller chercher sur différents algorithmes ou différentes solutions du marché ou de la recherche existante, et il va falloir trouver la bonne, adaptée à notre métier, adaptée à l'industriel et adaptée vraiment au métier précisément de l'extrusion d'aluminium. C'est pour ça qu'on s'est entouré d'Open Studio, qui est un laboratoire d'intelligence artificielle. Alors, la réalisation, comment ça s'est passé? Tout d'abord, on est passé par une phase de prototypage avec des data scientists, une phase de prototypage qui d'abord a commencé par une phase d'explication, expliquer le métier, qu'est-ce que l'extrusion d'aluminium. Là, je vous l'ai expliqué en 2 secondes 14, mais on a pris beaucoup plus de temps que ça avec les data scientists. Et puis, ces gens ont pu se projeter et rechercher des modèles d'intelligence artificielle pour isoler des candidats d'algorithmes qui auront pu faire tout d'abord, sur la première phase, c'était l'analyse de plans. Donc, faire de l'analyse de plans avec des candidats d'algorithmes. Sont ressortis une shortlist avec on va sortir des thèmes barbares, mais comme VGG 16, VGG 19, ResNet 50. Là, on parle plus de chat GPT ou autre, c'est vraiment de l'algorithmique pure et de la mathématique pour de l'analyse de data profonde. Ces tests-là qu'on a fait avec des candidats, on a confronté les résultats avec un expert du métier de l'extrusion d'aluminium. Et ça, je dirais, c'est un ingrédient très, très important. Le couple expert métier data scientist avec expert métier extrusion aluminium est très important pour atteindre un résultat qui n'est pas de la recherche fondamentale, mais bien du résultat industrialisable. Et une fois qu'on a obtenu les bons résultats, que l'expert, donc l'être humain, a dit « Ok, c'est en phase avec ce que moi j'attends ou ce que moi j'aurais mis 2 semaines pour trouver comme résultat, et le résultat il est cohérent. Ensuite, on passe à la phase suivante. Et la phase suivante, c'est quoi? C'est la phase de mise en production. Mise en production, ça veut dire prendre les différents algorithmes, les coder, faire un transfert de compétences, puisque si on travaille avec des data scientists, il faut bien récupérer les compétences, l'usage des bons algorithmes, et puis les intégrer dans un flux du MES complet. Parce qu'il ne s'agit pas d'appuyer sur un bouton et le logiciel ou l'algorithme d'intelligence artificielle nous sort le résultat bon en une fois. Non, c'est bien de l'intégrer dans un flux du MES. Et c'est là où l'expert, l'intégrateur MES intervient. On va l'intégrer dans un flux MES classique, un supply chain classique, cycle de vie des outillages. Je conçois mon outil, c'est l'objectif de l'intelligence artificielle, en tout cas ce projet. Ensuite, l'outil, je vais l'utiliser, il va s'user, je vais le réaméliorer, mais je vais pouvoir utiliser l'intelligence artificielle à chaque niveau, à chaque étape du cycle de vie de l'outillage. Je vais intégrer aussi sur la base produit, parce qu'il y a de nouveaux produits qu'on va mettre sur le marché. L'outillage que je vais utiliser pour chaque produit, ou les outils, je vais pouvoir définir des compatibilités d'outils, les réemployer plus tard dans le futur. Tout ça, je vais m'appuyer sur l'algorithme d'intelligence artificielle. Et puis bien sûr, planification, production, la partie ordonnancement. Je vais même pouvoir réutiliser ces algorithmes d'intelligence artificielle pour faire du calcul en temps réel, à la volée, et dire effectivement le jumeau numérique que j'avais eu en amont, je peux l'appeler en même temps que je prépare ma production au niveau de l'ordonnancement, pour déjà avoir une vision sur ce qui va se passer sur 2 ou 3 postes horaires à venir ou les semaines à venir, pour anticiper peut-être de la pro-matière, de la réservation de ressources. Mais en tout cas, je peux rejouer et me servir à nouveau de ce jumeau numérique. Et la production aussi va pouvoir s'en emparer et s'en servir pour exécuter le jumeau numérique à tout moment, en disant, si je change tel paramètre de la machine, quel est le résultat sur ma production?
Et là, je peux le simuler. Et plutôt que d'agir sur le terrain, je simule et je réutilise en même temps l'intelligence artificielle. L'étape suivante a été de déployer sur le terrain et puis surtout de former les équipes à l'utilisation de tous ces outils. Alors, j'ai évoqué tout à l'heure des thèmes assez barbares d'algorithmes. Ces thèmes-là ne sont pas connus du tout des utilisateurs finaux. Et c'est l'importance de l'intégrateur MES qui va former ses équipes en disant voilà comment vous utilisez les outils qu'on vous a mis dans les mains. C'est la formation. Et puis surtout, comment est-ce que vous allez regarder le résultat qu'on va vous fournir. Parce qu'attention, gardez bien un œil critique. C'est pas parce que l'intelligence artificielle ou l'algorithmie vous a donné ces résultats qu'il faut les prendre pour argent comptant. On va vous donner des pistes d'exploration, vous faire gagner beaucoup de temps. Par contre, conservez cet esprit critique et faites votre décision finale. Et c'est cet aspect formation qui est très important pour nous, pour ne pas prendre pour argent comptant ce que dit l'IA. Une dernière étape très importante a été le retour d'expérience. Bien sûr, il y a une phase d'adaptation. On fait un retour d'expérience avec l'utilisateur final. On essaye d'adapter l'outil. On est dans cette phase-là aujourd'hui. À l'heure où je vous parle, on essaie d'adapter encore les interfaces graphiques parce que l'IA, il faut l'appeler de manière très fluide, hein, injecter des plans, rendre le résultat intelligible et compréhensible. On peut optimiser aussi les temps de réponse. Donc tout ça, le système, on est en adaptation constante. À date d'aujourd'hui, on a mesuré des gains et je pense que c'est important pour vous, industriels qui nous écoutez. On a des réels retours du terrain. Aujourd'hui, on a gagné 75% du temps passé sur des phases de conception de l'outillage. Plutôt que de prendre des tonnes de classeurs et de chercher les bons outils que j'ai eu par le passé pour me projeter dans le présent, l'intelligence artificielle a tapé assez juste le plus rapidement possible, en quelques secondes. On a mesuré aussi 17% de rebut en moins, mais c'est qu'un début. C'est qu'un début, on est au début de l'utilisation. Et puis, l'effet positif et indirect, c'est qu'on n'a plus d'erreur d'outillage. Je conçois un outil et on se rend compte qu'on s'est vraiment planté. La conception, on s'est planté une fois qu'on l'a mis sur la machine et on est obligé de faire des allers-retours avec le fabricant. Et ben, l'usage du jumeau numérique nous évite ces allers-retours. J'en dis pas plus, puisqu'après on a une table ronde avec l'industriel qui pourra évoquer son retour d'expérience. Pour conclure, j'entends Marc-Antoine qui s'impatiente. Quelle est la recette justement d'une bonne intégration de l'IA dans un projet MES? C'est de d'abord, j'enfonce des portes ouvertes, mais définir les objectifs, nouer des partenariats. Le triptyque est important, donc le laboratoire, l'industriel, l'intégrateur. Avoir une base présente avec des données propres. Et quand je dis propre, c'est structuré, c'est juste et réel. Et là, le MES, il a tout son sens. Bien sûr, expérimenter, confronter avec l'être humain, avec l'expert, confronter ses résultats. Et puis, une phase d'amélioration. Mais on le sait tous, le MES, c'est le champion de l'amélioration continue. Donc, on a cette philosophie. Voilà, j'ai essayé de rattraper un peu le temps, Marc-Antoine. Merci beaucoup, Florent. Super recette de cuisine, donc je vous laisserai aller sur Marmiton ensuite la noter, hein, s'il vous plaît, pour estimer le niveau de difficulté et le temps passé réellement. En tout cas, voilà, je vais laisser la parole à Aurélien. Oui. Chez Vif, qui se présentera et qui va faire sa présentation en même temps, histoire de rattraper le train en route. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend très bien, Aurélien. Bon, c'est parfait. Et c'est tout bon pour la présentation. Merci, j'ai réussi à monter sur la scène. Donc Aurélien Verlienne, oui, je suis le fondateur de DataSwati. J'ai créé DataSwati en 2016 et on a été revendu à la société Vif en 2023. Voilà, donc pendant toute cette partie-là, en fait, moi, j'ai travaillé dès le début sur de la performance industrielle et spécialisé dans l'agroalimentaire. Donc, je vous montrerai que des cas d'agroalimentaire, d'où la société Vif aussi. Hein, ça, c'est cohérent ce que j'explique. Et en gros, j'ai industrialisé la capacité à stocker la donnée, à simuler le process pour faire en sorte de pouvoir
le reproduire assez facilement et que mes data scientists ne passent pas leur temps à structurer la donnée ou à comprendre le problème, mais puissent se focuser vraiment sur la résolution. Et on a pareil industrialisé la partie traitement par IA. Donc, je ne vous parlerai que des parties IA type machine learning et deep learning sur des séries temporelles. On fait aussi du LLM dans le cadre de ma mission maintenant chez VIF, mais je pense qu'on en a déjà suffisamment parlé. Aujourd'hui, je vous parle de standardiser un modèle de données et industrialiser l'IA sur une ligne de production. Donc, ça sera au travers d'exemples que j'espère très concrets. Et je vous montre comment on fait de la réduction de perte matière et de l'économie d'énergie. Vous verrez, c'est extrêmement pragmatique, mais c'est l'enjeu de valoriser toutes ces données qui peuvent être aujourd'hui à disposition et qu'on sous-exploite parce qu'on ne savait pas les exploiter avant. Et aujourd'hui, l'enjeu de l'IA, c'est vraiment d'être capable d'analyser en fait les signaux qu'on ne voyait pas jusqu'à maintenant. Donc, 3 missions aujourd'hui en tant que responsable stratégique sur l'IA, au cœur des logiciels VIF pour ajouter de l'IA, donc je ne vous embête pas plus là-dessus. La plateforme PowerUp qui, elle, en fait, est historiquement celle qu'on produisait. Je vais plutôt travailler là-dessus. On l'appelle aussi jumeau numérique. Elle va fonctionner plutôt sur la façon empirique. On reçoit des données, on les comprend, on les interprète et on envoie des signaux à la prod pour qu'elle réagisse. Et puis au service des collaborateurs, puisque l'idée, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas les cordonniers les plus mal chaussés. Donc, en interne, on a beaucoup de sujets, notamment sur du LLM, pour accélérer les déploiements, le développement, enfin voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de se focuser sur cette partie-là, sans montrer d'écran. J'ai bien retenu, je vous montrerai que des exemples. L'enjeu, le constat aujourd'hui en industrie agro, je pense que ça doit être le cas ailleurs, mais on a un marché très atone, soumis à des aléas incontrôlables, prix et qualité sur les ressources. Moi, ça fait 8 ans que j'en parle, mais aujourd'hui, on l'a vécu depuis 2022, mais là, aujourd'hui, les matières premières en cacao et café, c'est catastrophique. Elles ont fait 150%. Donc, en fait, on se retrouve dans des enjeux et la qualité a vachement diminué. Donc, quand on est industriel, le seul moyen de maîtriser sa marge aujourd'hui, c'est soit de créer de nouveaux produits, mais ça va coûter de l'argent. En fait, l'enjeu, c'est de mieux maîtriser sa production. Donc, là, ça justifie pourquoi je suis peut-être invité sur ce club-là. Donc, réduire ses pertes matières, réduire ses consommations et en fait, maintenir sa qualité, même si la formulation évolue. Je n'aurai pas le temps de vous présenter ce dernier point, mais c'est vrai que quand votre formulation en cuisine, pour le coup, en agroalimentaire évolue, vous pouvez vous retrouver avec une matière qui va faire varier tout votre process et vous allez prendre 2 semaines, 3 semaines à recalibrer ce que vous êtes en train de faire et ça va être rapidement compliqué. Donc, l'idée, c'est que l'IA puisse aider un peu comme ce qui vous a été expliqué juste avant. L'enjeu, c'est quoi? C'est de prendre des meilleures décisions au quotidien, parce que c'est au quotidien que la performance se fait, c'est-à-dire que vous pouvez faire des grandes étapes d'intervention, notamment au niveau énergie, en faisant un audit diagnostic énergétique. Là, vous allez vous améliorer très fortement d'un coup, puis vous allez atteindre un point d'amélioration et vous aurez fait 20% de mieux, et ça, c'est très bien, mais après, vous allez stagner. L'enjeu là, c'est d'être capable avec l'IA de surveiller les signaux au quotidien pour réagir au mieux tout le temps. Et donc, en fait, c'est quoi? C'est de manager un savoir-faire qui existe au travers d'un savoir-faire opérationnel, mais qui des fois ne se reproduit pas. Vous avez un intérim qui vient prendre la place d'un expert l'été, par exemple, ou même pendant ses vacances, et on le voit tout de suite, ça fluctue. Donc l'enjeu, c'est contexte opérationnel complexe parce que je gère plein de choses, il y a beaucoup de données émises, et de l'autre côté, prendre des meilleures décisions sur des enjeux de performance. Je vais essayer de vous prendre ça. Juste un petit rappel, en fait, comment se fait une prise de décision? On doit, pour prendre une décision, contextualiser. L'enjeu, c'est, je vais juste vous pointer une donnée toute seule, 5 minutes, vous en faites strictement, je pense, rien, parce que vous allez me dire 5 minutes de quoi. Par contre, si je vous mets un contexte, là, je vous en ai mis 3, en fonction du contexte, vous n'allez pas réagir de la même façon, parce qu'à gauche, vous allez être plutôt très content, parce que c'est un trajet vélo, c'est chiant. Globalement, là, à droite, je ne suis pas sûr que quand on vous dit 5 minutes, vous soyez extrêmement content d'avoir l'information. Donc, l'enjeu, c'est de pouvoir contextualiser. En termes de prod, c'est d'être capable de réunir des informations qui sont, la plupart du temps, stockées dans des endroits et des silos différents. Mais en fait, si vous mettez une analyse simple, par exemple, là, je vais prendre une cuve fromagère, vous analysez en fait le pH de cette cuve de fabrication et vous allez avoir que globalement, là, ça va, puisque je fabrique du fromage, je suis plutôt dans un pH bas, et puis je vais me retrouver dans un pH haut, et là, je vais faire une alerte parce que ce n'est pas normal. Si je le contextualise sur la partie CIP, c'est-à-dire le nettoyage, en fait, je vais pouvoir m'apercevoir que ce signal-là est un faux positif. C'est quoi? C'est qu'en fait, au regard de ce qui se passe dans ma cuve, c'est que je ne suis pas dans la même phase de production. Donc, si je ne suis pas dans la même phase de production, potentiellement, tout peut bien aller. Vous avez le choix souvent de programmer à la main ce genre de sujet. En fait, avec l'IA, ça va potentiellement pouvoir s'apprendre et aller plus vite. Parce que là, je vous montre des sujets un petit peu grossiers. Mais quand on arrive dans des finesses de courbes, de comportement de courbes, c'est là où on va avoir plus de force
à utiliser de l'IA qu'à utiliser de la programmation de courbes, etc. L'enjeu là, je vous montre rapidement quelques technologies qui nous ont permis de fluidifier, nous, la façon de modéliser et contextualiser les données. Donc, on en a trois, Neo4j, Mongo et Flux. Je n'ai pas d'action dans aucun des trois. Je vous donne juste un exemple. Mais ça va nous permettre quoi? De monter et de modéliser n'importe quelle ligne de production selon un modèle qui est structurant, mais qui va être très libre. Donc, très libre, par exemple, c'est, j'ai ma machine, je vais mettre dans du Mongo, ma machine, je vais pouvoir mettre toutes les propriétés. Si j'en ai une deuxième machine, là, elle peut être à peu près identique, mais pas de la même époque. Et globalement, je vais être libre de saisir toutes les données que je veux. Pareil dans mes process, je vais pouvoir saisir librement mes données. Une fois que j'ai ça, en fait, je n'ai que la structure, le corps, les os, en fait, entre guillemets. Et je vais pouvoir maintenant venir mettre une information et les signaux machine. Ça ne se traite pas de la même façon. Donc, ça, c'est plutôt des données time series où on va lancer une information signalétique et les données time series sont faites pour ça. Et une fois qu'on a ça, on n'a pas le process. L'enjeu, c'est de pouvoir faire une modélisation graph pour dire voilà le flux, mais on n'a pas que le flux matière, on a aussi un certain nombre d'autres flux, les flux maintenance, etc. Donc, modéliser ces trois-là. Bon, on peut aussi s'amuser. Alors, nous, c'est souvent ce qu'on nous demande en industrie agro, c'est venir prendre des informations exogènes type variable d'environnement. Pourquoi je vous parlais du café tout à l'heure? La première question que vous posez quand vous arrivez sur un terrain opérationnel, c'est est-ce que ça torréfie moins bien quand il pleut? Et globalement, l'expert vous dit oui, ça torréfie moins bien quand il pleut. Donc, ça veut dire quoi, ce signal-là? Ça veut dire qu'il faut venir prendre des variables d'environnement et les greffer au système standard pour aligner les données et permettre à l'IA de travailler. Parce que l'enjeu, ce n'est pas juste de faire un beau modèle, c'est de pouvoir modéliser facilement une ligne de production et de faire travailler l'IA. Donc, quand on a modélisé, nous, là, voilà quelques exemples de modélisation. Je pars là, c'est une énorme usine, ça, c'est une ligne de production standard, ça, c'est une machine, et puis ça, c'est une petite start-up. Elle paraît plus grande, mais c'est une petite start-up dans un petit labo. Donc, en gros, globalement, pouvoir modéliser librement le process et être capable sur ce process, là, je vous prends un exemple de biscuit, sur ce process de reproduire le flux matière et donc de dire je vais récupérer des informations, notamment de qualité. Là, je vais suivre, dans mon exemple, pour filer la partie épaisseur, je vais suivre l'épaisseur et je vais reprendre tout ce qui peut se passer. Et ça, potentiellement, c'est dans des silos différents. Il y a dans le MES principalement, et nous, souvent, quand on arrive sur un terrain opérationnel, on dit où sont les données du MES parce qu'elles sont souvent extrêmement bien rangées et beaucoup plus fines que ce qu'on a dans un ERP. Mais clairement, il y en a qui n'existent pas non plus toutes, notamment les données de qualité, entrée, etc., les données matières. C'est celles-là qui, des fois, ont un fort impact sur la production. Donc, l'idée, c'est de pouvoir récupérer tout ça dans un modèle et puis, en fait, de tracer non pas une trace à matière, nous on ne s'intéresse pas à ça, mais un flux de production. Donc tracer en fait ce qu'a vécu un biscuit. Alors un biscuit, par exemple, ce n'est pas forcément très intéressant, mais plutôt une série de production de biscuits. Et une série de production n'est pas liée, nous, à la matière, au suivi matière, parce qu'on n'a pas d'enjeu de traçat. On va plutôt tracer 5 minutes, 10 minutes en fonction du flux pour être sûr d'avoir une granularité suffisamment fine pour pouvoir après donner à l'IA à manger un signal suffisamment intéressant. Par exemple, on peut être amené à découper c'est l'eau, en fait. Alors, je dis, il ne faut pas confondre, mais cette série de production en fonction des moments ou des époques où, potentiellement, je ne sais pas, là, je suis à Nantes, des fois il pleut et puis d'un seul coup, il va se mettre à faire beau. Et globalement, peut-être aussi en fonction de la météorologie. Être capable de segmenter ces points-là pour analyser les différences. Une fois qu'on a ça, l'avantage, c'est de capitaliser aussi sur tout l'historique, parce que souvent, ce que je dis à mes clients, c'est vous rappelez-vous le temps qu'il faisait et comment vous produisiez vos biscuits le 24 avril, mais 2022. Vous ne s'en souvenez plus. L'avantage d'une IA, ça va être d'être capable d'aller chercher cette information-là en la supposant comme aussi concrète. Donc, voilà le gros avantage. Donc, on historise tout ça et une fois qu'on a ça, on a le jumeau numérique qui est prêt. On a stocké, structuré et automatisé les données. Donc, en fait, on simplifie aussi le travail du data scientist et on va lui dire maintenant, il y a une plateforme d'intelligence artificielle et on va pouvoir activer un certain nombre de fonctions dans cette plateforme d'intelligence artificielle. Je vais vous montrer comment elles font. La première, la plus simple, souvent celle qu'on fait au point de départ, c'est analyser une série temporelle. Donc là, par exemple, vous avez une série temporelle sur du séchage dans du malt. On a un petit plateau là qui est assez sympa, mais qui est assez consommateur et qui veut dire que le process est fini. L'enjeu à l'IA, c'est de lui dire, est-ce qu'on veut diminuer la taille de ce plateau? Est-ce qu'on est capable d'anticiper l'arrivée de ce plateau? Donc, on va entraîner l'IA pour repérer les signaux qui permettent de montrer l'arrivée de ce plateau. L'enjeu, c'est ici, en fait, on anticipe le signal à cet instant-là. Et quand on a ce signal à cet instant-là, on a suffisamment d'avance pour dire, à partir du moment où on a vu ce signal, on peut lancer la procédure d'arrêt de chauffe.
Et donc, une fois qu'on a lancé la procédure d'arrêt de chauffe, on a le temps de le faire, on va permettre en fait d'économiser 5 à 7% d'énergie. Pourquoi? Parce qu'on va diminuer l'effet du plateau, tout en, là, je n'ai pas inclus dans les gains le fait qu'on passe plus de batchs aussi, potentiellement, sous réserve que les batchs soient aussi à dispo pour poursuivre. Donc, en fait, cet enjeu-là, cette analyse de signal, un malteur sait le faire, mais en gros, dès qu'on arrive sur un malteur plus débutant, on va se retrouver dans une situation assez compliquée. Et puis même si le malteur sait le faire, il ne va pas le voir le signal, puisqu'il va plutôt voir ce signal-là, pas celui-là, et là déjà, il sera trop tard. Là, l'idée, c'est de trouver les éléments d'anticipation. Ça, c'est ce qu'on appelle une analyse monovariée sur un seul capteur. Ça existe partout, et c'est assez efficace, et c'est les premières choses souvent qu'on met en place chez un client. Maintenant, l'enjeu, c'est de pouvoir industrialiser un peu plus et aller plus vite sur des sujets et de travailler sur du multivarié. C'est-à-dire beaucoup de paramètres, on vous en parle depuis tout à l'heure. Donc, sur du multivarié, il va avoir 3 axes. En gros, déjà, mieux comprendre un problème, une problématique, une surconsommation ou une perte de performance, mieux la surveiller ensuite et mieux agir en ayant des recommandations d'action. Donc, sur ces 3 axes-là, en fait, le data scientist a déjà une bibliothèque à dispo et en fait, il va pouvoir lancer automatiquement tout un tas d'algorithmes qui vont pouvoir donner les résultats et le data scientist, nous, va se focuser sur la réponse et justifier la réponse auprès du client. Donc, comment va fonctionner une identification de cause racine, par exemple, c'est quoi? C'est là, vous vous rappelez, je vous ai dit, j'ai un problème d'épaisseur, j'ai un problème de calibrage. On va reprendre tout le process historique de notre biscuit. On va remonter jusqu'à sa matière, son stockage. Certains clients nous donnent aussi les informations alors pas d'élevage, parce que c'est pas de l'animal, mais en gros, globalement de culture, quand ils les ont, dans le malt, ils les ont. Et on va prendre ces informations-là, jusqu'à ces informations-là, plus tout le process, et on va essayer de déterminer ce qui fait que, globalement, on a ce sujet d'épaisseur. Et l'avantage, c'est que par rapport à une analyse de cause racine standard, on va être en multivarié et pas en monovarié. C'est-à-dire qu'on ne va pas trouver la problématique la plus forte. Souvent, ça, les clients l'ont vu. On va trouver l'ensemble des problématiques combinatoires qui génèrent le problème. Et s'il y a le pyro, plus le pétrin, plus le sirop, qui en plus sont sur des temps décalés. Donc, en fait, on va être capable de l'automatiser. Ça, chez le client, par exemple, de comprendre ça, c'est 10% de réduction des pertes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses sur lesquelles je ne peux pas bouger, mais je peux aussi, notamment chez eux, réduire un effet d'humidité dans mon four. Donc, je fais un changement de process. Donc, quand j'ai compris ça, j'économise, mais je n'ai pas réglé mon problème complètement. Donc, pour régler mon problème, pour essayer d'aller plus loin, là, je vais prendre dans l'autre sens. Je vais dire au même algo de se retourner et de dire, maintenant, je travaille, j'en suis au pétrin. Par rapport à ce que tu as vu, est-ce que tu peux, en fait, par rapport à ce que tu as vu arriver, est-ce que tu peux anticiper le problème d'épaisseur? Donc, il va calculer par rapport à l'ensemble des métriques qui sont arrivées avant et il va dire, j'essaye de calculer cette valeur-là et donc, j'alerte parce que potentiellement, il va calculer une sortie du calibrage. Et il va être même capable de dire, OK, maintenant, je sais que dans le façonnage et le four, voilà toutes les métriques que je peux modifier parce qu'on l'a modélisé dans la ligne de production. Et donc, à partir des métriques qu'il sait pouvoir modifier, il va pouvoir faire un calcul d'évitement. Chez ce client-là, c'est 30% de matière supplémentaire évitée. Donc, on n'a pas évité le problème à 100%, mais on l'a réduit en tout et pour tout de 40%. Ce qui est pas mal pour un projet, je vais vous donner le timing derrière. Une fois qu'on a ça, ça tourne en continu, cette partie monitoring intelligent. Et l'enjeu après, c'est que le client va dire, je veux du problème de quali, mais je veux aussi réduire. Souvent, vous avez le sujet quali, sujet conso. C'est toujours les deux. Tout le monde se bat un petit peu sur les deux. L'idée, c'est de pouvoir programmer les deux et de dire à l'IA, en fait, maintenant que tu sais ça, plus que tu sais que tu ne peux pas changer la météo, par exemple, et ni ta cahier des charges farine, essaye de nous trouver ce qu'on appelle le golden batch, un peu plus évolué. Il s'inspire des sujets historiques. Il va dire, OK, voilà tout ce que vous avez fait dans l'historique qui pourrait fonctionner dans la production que vous allez faire. Et on va recalculer, au travers des mesures d'évitement, un nouveau réglage idéal pour la production à venir. Chez ce client-là, par exemple, l'effet, c'est à qualité constante, j'économise 2% d'énergie sur la conso gaz. Donc ça, c'est des effets combinatoires. Et c'est là où sans IA, aller chercher ce genre de sujet, ça ne serait pas jouable, en fait, surtout en énergie. L'enjeu là sur ce projet, puis après je m'arrêterai, c'est mieux comprendre, mieux surveiller, mieux agir. Sur le projet biscuit, c'est une réduction de 40% des pertes matières, je vous en ai parlé, 2% de gaz, ça c'est fait. Une amélioration de la performance aussi, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on a industrialisé aussi la visualisation des données. Et les clients adorent aussi jouer sur la visualisation des données, puisqu'ils ont besoin aussi, quand vous poussez une information en IA, vous ne poussez pas l'information telle qu'elle, vous la justifiez. Exactement comme la contextualisation de problématiques que je vous disais tout à l'heure. Si vous dites, il va se passer quelque chose, mais sans justifier les causes, elle ne comprend pas. Donc, nous, dans nos vues, vous avez l'alerte qui apparaît plus
toute une justification qu'on essaye de la plus lisible possible pour que, en fait, il puisse être pris une décision au regard de l'ensemble du contexte. Et tout à l'heure, juste avant moi, on disait qu'il faut faire attention parce qu'effectivement, il faut challenger l'IA. Ben, nous, on va la challenger, on va mettre le score de performance et on va dire, ce score de performance, en fonction du score de performance, on ne va pas pousser à la même personne. Plus le score de performance est fort, on va descendre plus proche de la prod. Si le score de performance est un peu moins fort, on va plutôt aller vers le responsable qualité dans ce cas-là, hein, parce qu'en fait, c'est lui qui va pouvoir regarder l'ensemble du contexte et dire, OK, on prend la décision. Et l'enjeu là, il va être plutôt dans le calcul de la performance avec la prédiction qui va bien, en combien de temps, quand une info arrive, vous êtes capable d'agir sur la prod. Donc, en fait, par exemple, chez eux, c'est 1 heure, mais chez d'autres clients, ça va être 5 heures. Voilà, ça c'est un enjeu assez fort, parce que plus on est loin de la prédiction, plus elle est compliquée à faire. Après, il y a des enjeux de fenêtres de prédiction. Nous, on a eu un heureux 4 mois chez ce client-là, et durée du projet, pour la mise en place d'analyses et d'alertes, c'était 4 mois aussi. Et puis, j'ai fini. J'espère que j'ai rattrapé le timing. C'est très bien, Aurélien. Je te remercie de ces use cases et de ces cas très pratiques. C'est une super transition également vers la table ronde que va entamer Olivier Guillon dans quelques instants sur ces gains qualitatifs, parce qu'il y a des gains chiffrés et c'est toujours les chiffres qui parlent en premier, mais ces gains qualitatifs que tu as présentés représentent aussi une manne de choses. J'ai deux questions que je voudrais quand même faire parvenir à nos experts avant de passer à la table ronde. La première était sur les garanties pour la souveraineté de nos données. Alors c'est plutôt à Eric Nicole chez Infor que cette question s'adressait. L'appel à ces LLM externes ne risque-t-il pas d'alimenter leur base? Eric est toujours avec nous. Oui, je suis là. Et le son et l'image, ça va. Très bien. Oui, alors je ne suis pas un expert de sécurité, mais ce que je peux dire, c'est qu'en fait, comme j'ai dit en introduction, Infor commercialise des solutions, et en particulier les ERP, ce qu'on appelle en cloud multitenante. OK? Ça veut dire déjà que c'est en SaaS, c'est-à-dire que les données sont hébergées par l'éditeur. Dans notre cas, c'est sur AWS. Et on a des clients à peu près de toutes les industries, avec des gens sensibles comme, je sais pas, la pharma, la cosmétique, l'auto et ainsi de suite. Et en fait, les plateformes sont conçues et sont gérées d'une manière où je suis pas capable de définir de parler de toutes les normes. Il y a des normes extrêmement strictes sur la gestion et la sécurité des données. Donc, si le sujet intéresse quelqu'un en particulier, je pourrais donner plus de détails en parlant aux experts du domaine. Moi, à mon niveau, je suis pas capable. Par contre, je pense que ça correspond à ce qui se fait de mieux dans l'industrie en général. On a vraiment nos clients n'accepteraient pas des quelconques failles de sécurité. Et comme je disais, comment dire, Infor MES vient d'une société anglaise qui s'appelait Lighthouse, qui a créé cette solution MES il y a plus d'une trentaine d'années. Lighthouse a été acquis par Infor il y a 4 ans, et en fait, au-delà des intégrations que l'on a fait, on a basculé sur les outils de gestion de la sécurité d'Infor, qui est donc un acteur, je dirais, comment dire, qui vend ses solutions en SaaS, et donc pour lesquels la notion de faille de sécurité n'est pas Envisageable. une option et n'est pas acceptable, quoi. Mais encore Très après, bien. si les gens veulent discuter des détails techniques, je suis pas la bonne personne, mais par contre, c'est quelque chose que je peux adresser dans un autre contexte, en me contactant directement. Bien, je garderai la deuxième question pour la fin de la table ronde parce que connaissant D'accord. en avance la table ronde, je Ça va être je vais couvert. pas, je sais qu'Olivier, par le biais de ses questions, va couvrir ce sujet, et puis j'hésiterai pas à l'interrompre. Olivier, les deux Olivier Guillon, Olivier Valmont, Damien et Patrick, je vous laisse aux manettes à partir de maintenant. Merci.
Merci infiniment Marc-Antoine et merci à tous pour vos présentations très riches. Alors ce qui est bien dans l'IA, c'est que l'IA c'est déjà fait pour gagner du temps, donc on va essayer de gagner beaucoup de temps à travers cette table ronde, il nous reste une vingtaine de minutes pour aborder donc des questions fondamentales dans le cadre de cet après-midi sur le MES et l'IA, donc du concret. Donc je suis Olivier Guillon, je me suis présenté tout à l'heure, journaliste pour Production Maintenance, et j'ai une nouvelle fois le plaisir d'animer cette table ronde de Digital Experience MES, et j'en profite pour remercier également l'équipe du Club MES de me renouveler une nouvelle fois sa confiance. Pour répondre à différentes questions très concrètes de l'IA intégrée au MES, c'est-à-dire comment s'y prendre, à quoi ça sert surtout, et combien ça coûte éventuellement. Voilà, est-ce qu'il y a aussi des problématiques en matière d'acceptation de l'outil. Ces différentes questions auxquelles vont tenter de répondre donc nos trois intervenants se sont présentés tout à l'heure, mais on va juste les représenter donc brièvement. Donc il y a Patrick Villouin, chef du projet extrusion au sein de la société Cepalumic, dont le projet, on a eu un aperçu avec Florent Tesson d'Easytech un instant. Damien Pellier, également donc professeur responsable de l'équipe Marvin au sein de l'université Grenoble-Alpes. Et enfin, Olivier Valmont, donc responsable projet industriel et technique chez Orial Ultrafrais. Alors tout d'abord, messieurs, je vais commencer peut-être avec vous, Olivier Valmont. Vous êtes donc tous les trois utilisateurs de MES, alors partie industrielle et partie recherche. Tout d'abord, avant d'entrer dans le vif du sujet de l'IA, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi avoir choisi ce type de solution, le MES, plutôt qu'un autre outil informatique? Olivier Valmont. Oui, alors la définition de plutôt qu'un autre, pas forcément, puisque le MES est un complément d'un certain nombre de choses. Le MES vient se positionner sous le RP qui se trouve en général assez en haut dans la pyramide de l'entreprise, et il vient se positionner au-dessus des outils de pilotage direct que peuvent avoir les opérateurs sur des process avec des supervisions et des logiciels qui sont du temps réel. Et le MES vient se positionner un petit peu au milieu avec justement la capacité, contrairement à l'ERP, à travailler à une maille pas temps réel mais quasi temps réel, à dialoguer avec l'opérateur comme avec la machine, et donc du coup à agglomérer un certain nombre d'informations tout en les structurant. C'est ce qui a déjà été évoqué tout à l'heure, c'est la capacité du MES à structurer la donnée et à la mettre du coup dans un vrai contexte, puisque l'important pour piloter, et c'est bien ça l'objectif d'un MES, c'est d'avoir des données contextualisées, parce que effectivement savoir qu'il se passe quelque chose à telle heure mais que c'est pas la même heure qu'à tel autre système et que les deux ne sont pas assemblés, en général ne permet pas à des gens de prendre des décisions ou à suivre leur procédé. D'où le MES qui occupe une place centrale finalement entre les outils de RP qui sont à une maille journalière, on va dire, dans le meilleur des cas, et qui n'ont pas vocation à descendre en temps réel avec les machines, les automates et les supervisions qui eux sont en temps réel. Et ben, il manquait le maillon intermédiaire, c'est le MES, et ça fait déjà quelques années que ça existe, et ça comble bien ce trou-là. Voilà pourquoi on a du MES. D'accord. Monsieur Villouin, chez Cepalumic également, pourquoi avez-vous intégré un MES en quelques mots? Pour faciliter l'utilisation et le retour d'expérience par rapport aux opérateurs. Donc le MES, c'était pour que les consignes soient le plus facilement utilisables pour les opérateurs, et surtout que les opérateurs ne fassent pas du secrétariat, de la saisie et tout ça. On charge directement via le MES tous les automates, et on échange en temps réel avec les automates pour, grâce à la solution Smart Extrude, réécrire en quelques millisecondes une information à la place d'une autre pour l'optimiser. Donc c'est pour ça qu'on a développé ce système-là, et qu'on l'utilise, et on gagne énormément de temps sur le reporting, on gagne énormément de temps sur... Enfin, on essaye d'éliminer toutes les tâches annexes qui sont sans valeur ajoutée grâce à ce MES. D'accord. Monsieur Pellier, professeur Pellier, vous êtes l'universitaire de l'étape. C'est assez rare d'avoir un universitaire au sein de Digital Experience MES, mais l'idée c'est aussi
d'apporter aussi votre expertise en matière d'intelligence artificielle. Vous-même, vous êtes en lien directement aussi avec le MS. Pour quelles raisons, et avant même de parler d'IA? Alors oui, alors le MES d'une manière générale, il a un intérêt particulier parce que les problèmes qui sont sous-jacents et qui sont traités par les MES, que ce soit de la production, il y a beaucoup d'aspects qui, du point de vue algorithmique et du point de vue de la recherche, qui sont intéressants parce qu'on a des aspects temporels, on a des contraintes numériques, on a de l'incertitude. Donc, et tous ces aspects-là rendent les problèmes de décision avec ces différentes dimensions très intéressants d'un point de vue complexité et combinatoire. Souvent, ça les rend indécidables et proposer une intelligence artificielle, c'est résoudre des problèmes pour lesquels il n'existe pas de solution. Et donc, comme il n'existe pas de solution calculable sur le modèle sur les problèmes des MES, c'est un enjeu intéressant. En tout cas, c'est un contexte applicatif très intéressant pour développer nos algorithmes. D'accord. On parle actuellement beaucoup d'intelligence artificielle depuis ces dernières années, notamment auprès du grand public à travers ChatGPT. Alors, Monsieur Eric Nicole nous a fait plusieurs définitions de MES. On va pas revenir de l'IA, pardon. On va pas revenir sur ces définitions, mais au niveau des applications dans l'industrie, est-ce que, selon vous, Monsieur Pellier, est-ce qu'elles sont nouvelles? Est-ce que et plus exactement, quels sont les outils d'IA aujourd'hui disponibles? Alors effectivement, là vos intervenants ont déjà parlé d'un certain nombre d'outils ou de techniques d'IA, d'intelligence artificielle d'une manière générale qui existent, l'apprentissage automatique. Alors là, il y a une certaine forme d'intelligence artificielle, de technique d'apprentissage automatique qui a été présentée, les LLM, les réseaux de neurones pour la perception. Mais on peut pas. Là, c'était un peu caricatural dans la mesure où effectivement il y a les effets de mode et donc les gens ne voient l'IA que par les réseaux de neurones et l'analyse de données. Mais il y a tout ce qui est IA symbolique, il y a la logique, il y a la production de raisonnement, il y a les CSP, il y a la recherche opérationnelle qui sont d'autres domaines et qui ont déjà apporté beaucoup à l'industrie pour la planification à différents niveaux. Alors, à l'heure actuelle, effectivement, pour la rédaction de rapports, la synthèse de rapports, tout ce qui est traitement automatique des langues, les LLM, c'est intéressant. Pour l'analyse de données, il a été évoqué les séries temporelles, le traitement d'événements rares, etc. Donc, ça, c'est des choses qui existent. Pour tout ce qui est perception aussi dans l'industrie, on a vu les capteurs, on a vu qu'il y avait des traitements du signal. Est-ce que je suis capable de détecter? Est-ce que je suis capable d'analyser à partir de données un certain nombre de choses? Ou interpréter en tout cas à partir des signaux un certain nombre de choses. Donc ça, c'est des choses qui apparaissent, qui commencent à apparaître, qui demandent à être… il y a encore pas mal de travaux dessus si on veut avoir une qualité dans l'interprétation qui est faite. Je tiens quand même à mentionner qu'effectivement, ces stratégies ou ces techniques sont souhaitables, peuvent résoudre un certain nombre de problèmes. Pour tous les problèmes, elles ne sont pas la solution, notamment si vous voulez garantir un certain nombre de qualités, garantir les processus, que ce ne soit pas simplement une probabilité qu'il y ait un succès. Si vous voulez garantir que vos biscuits, vous n'allez pas… je prends l'exemple des biscuits, je suis désolé pour cet exemple-là, mais si vous voulez garantir que jamais quelqu'un qui est allergique à tel produit ne sera contaminé par quelque chose, peut-être que la méthode probabiliste n'est pas satisfaisante. Voilà. Encore une fois, en fonction des approches, en fonction des besoins, en fonction des contextes, que ce soit le transport ou l'agroalimentaire ou la qualité qu'on veut obtenir des solutions, il y a différentes techniques d'IA qu'il faut mettre en œuvre. Olivier Valmont, vous avez également mis en place certains outils d'intelligence artificielle au sein de votre équipe. Est-ce que vous pouvez exposer vos projets? Oui. Alors, je vous rejoins tous depuis le début parce que les experts qui ont parlé ont dit des choses très très justes. Aujourd'hui, les premiers usages qu'on a couplés à notre MES, on a fait une première chose qui était utiliser finalement ce que c'est bien faire aujourd'hui une intelligence artificielle, en tout cas sans faille, c'est la possibilité de traduire instantanément dans différentes langues toute une application de MES en permanence et en temps réel. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a des tutos pour que les gens puissent utiliser le MES. Un nouvel opérateur vient utiliser le produit et forcément, il a pas forcément vu tout, il se rappelle pas forcément tout ce qu'on lui a montré. Donc il y a des tutos, sauf que vous avez une problématique parfois de langue et que adapter finalement la langue
langue la plus adéquate pour l'opérateur. C'est bien, vous avez prévu l'anglais, l'espagnol, l'allemand, l'italien, et puis il se trouve que vous avez un opérateur qui est beaucoup plus à l'aise à la lecture en marocain, et de ce coup-là, l'IA va vous régler ces problèmes-là instantanément et vous amener un confort à l'opérateur pour une instruction, pour une lecture qui est plus facile parfois dans sa langue. Donc ça, les LLM et l'intégration dans le système MES, ce qui a été, ce qu'on a poussé nous dans notre première utilisation de l'IA, parfait, parce qu'on est vraiment dans le savoir-faire efficace et très pragmatique des larges modèles de langage. Après, on a travaillé assez récemment justement sur un POC où là, on essaye de voir quand même beaucoup plus loin. Et je vais rejoindre un petit peu la démonstration tout à l'heure du biscuit, où on s'est intéressé à la capacité des intelligences artificielles à identifier les facteurs d'influence sur un processus de fabrication. Donc, dans notre métier, effectivement, on travaille des produits liquides et solides que l'on mélange pour fabriquer des fromages blancs, des yaourts, des crèmes dessert, etc. Et nos experts connaissent bien les facteurs d'influence. Si vous avez trop chauffé, que vous avez mis trop de sucre ou trop d'amidon à tel moment, il va se passer ça à l'arrivée, etc. Mais un des points concrets que je pense que tout le monde constate aujourd'hui, c'est que les experts ils vieillissent, qu'aujourd'hui il est de plus en plus difficile d'en avoir, que les pilotes sont de moins en moins experts, c'est ce que vous avez aussi mentionné, et que il est urgent de commencer à réfléchir à quel moyen d'accompagnement on aura aux pilotes demain, parce que les experts sont de moins en moins nombreux et de moins en moins disponibles. Et l'idée qu'on a eue, c'est de dire, OK, à quel moment aujourd'hui une IA peut commencer à acquérir cette expérience, et est-ce qu'elle est capable de le faire finalement et de nous amener des éléments de corrélation, et à la fin, donc c'était aussi votre démonstration Aurélien tout à l'heure, à la fin de retourner le modèle en disant maintenant qu'il a compris et qu'il est capable effectivement de déterminer les facteurs d'influence, on retourne le modèle et on lui demande d'être capable d'anticiper la conséquence de telle et telle dérive à tel endroit. Et donc, en fait, alors, c'était intéressant parce que c'était un POC, pour le moment, ça nous a occupé avec un ingénieur spécialisé pendant 5 semaines, ce qui est assez court, mais l'idée c'était un POC, à constater finalement 3 choses que vous avez dit et qui sont totalement vraies et qu'il faut absolument dont il faut prendre conscience. C'est que ce genre de travaux ne peuvent se faire que finalement à 3. Un data scientist. Pourquoi ? Parce qu'on l'a dit, les données, elles ont besoin d'être nettoyées, filtrées, organisées et traitées d'une manière générale, parce qu'il y a toujours quelque chose à surveiller dans les données qu'on va utiliser pour alimenter une IA. Et le deuxième élément capital, c'est l'expert. Pourquoi ? Parce que l'IA, quelle que soit l'IA, il va falloir lui apprendre, lui donner des raisonnements, vérifier ce qu'elle dit, si ça correspond bien à quelque chose de concret, de réel. Et la troisième personne, c'est bien cette IA, effectivement. Et cet apprentissage-là, on a réussi à le faire, effectivement, dans un processus assez complexe. Je reprends un petit peu votre biscuit tout à l'heure, c'est un processus assez complexe, et on a réussi à le faire, mais en découvrant effectivement toutes les aberrations que pouvait vivre une IA avec une donnée qui lui serait pas pertinente, qu'on lui donne sans lui expliquer le contenu de cette donnée, ou l'incohérence du raisonnement qu'elle fait autour de cette IA. Et c'est bien ces trois utilités, enfin ces 3 personnes. Donc, et je mets l'IA comme une personne au milieu. L'IA, le data scientist qui l'alimente, et l'expert, et le data scientist et l'expert qui vérifient en permanence la cohérence de tout ce que va faire l'IA, qui produisent à la fin, effectivement, une analyse de l'IA pertinente où elle arrive à déterminer finalement quels sont les facteurs d'influence d'un processus. Et donc, la deuxième partie de ce POC qu'on fera probablement, ça sera de retourner ce modèle-là. Et effectivement, ça ouvre des perspectives fort intéressantes, mais parsemé d'embûches, clairement. Il faut vraiment, vous en avez fait votre métier, Aurélien, il faut bien avoir conscience que c'est un chemin qui ne peut pas, c'est pas il y a qu'un faucon et mettez de l'IA et ça va régler vos problèmes, c'est pas vrai. Alors justement, merci beaucoup, monsieur Villouin. Patrick Villouin, vous avez Florent Tonson a évoqué effectivement le projet avec EasyTech. Vous nous avez expliquer grosso modo les avantages d'acquérir un MES. Aujourd'hui, pourquoi avoir intégré de l'IA justement dans le MES? À quoi ça vous a servi concrètement? Je crois que votre micro est coupé, monsieur. Là, c'est bon? Vous m'entendez? Oui, parfait. Donc, la problématique, c'est le transfert d'expérience, comme disait Olivier. Et j'ai
j'ai eu le rôle d'expert avec EasyTech et les gens qui codaient. Un qui était plutôt orienté sur l'image et l'autre qui était orienté dimensionnel pour tout ce qui est mise en équation, enfin comment je fonctionnais quand je commandais une filière et quels étaient mes premiers critères, mes seconds critères, et j'ai eu beaucoup de mal à expliquer les itérations qu'on faisait intuitivement, qu'on faisait par l'expérience, et comment on arrivait à dire, bon, alors ma première priorité, c'est de choisir un profil plat ou un profil tubulaire. Pourquoi je vais faire comme si, qu'est-ce qui fait que je vais mettre un écoulement, 2 écoulements, 5 écoulements, et ça a été, j'ai eu l'aide précieuse d'EasyTech parce que en fait, tout ce que je fais d'instinct, eux, à une vision un peu moins précise que la mienne, arrivaient à m'aider à mettre ça en équation et donc en déterminer les différentes itérations. Donc on a avancé pas mal là-dessus. L'idée, c'est vraiment d'utiliser l'IA pour transmettre de l'expérience, gagner du temps et de la fiabilité. Ça, c'est clair, vous l'avez mis en avant, mais transmettre de façon peut-être un peu plus ludique l'expérience et éviter des mauvaises décisions, quoi. Ça a été un vrai travail. Voilà. Donc c'est pour ça que bon, Florent pourrait presque partager un écran, mais voilà. Donc on part d'une forme et par comparaison différentes itérations, on arrive à réduire le champ d'investigation de façon à gagner du temps, grosso modo 75% du temps, pour choisir une nouvelle filière. Et voilà, ça nous a aidé de ce côté-là. Et l'idée, c'est de transmettre l'expérience. Et je reste avec vous. En quelques mots, quelles sont les bonnes pratiques au cours d'un projet, les bonnes pratiques ou même les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber pour faire accepter aussi cet outil qui est un peu nouveau, qui peut faire peur également à une certaine catégorie de l'atelier. Au niveau de l'atelier, j'ai pas eu de problème parce qu'en fait, on adapte l'outil aux besoins de l'intervenant. Donc, franchement, moi, j'ai pas ressenti. J'ai que des jeunes avec moi. Donc, moi, j'ai 60 ans. Donc, bon, c'est bon. J'ai passé le truc. J'ai plus de difficultés à connecter mon micro et toutes ces conneries-là. Mais les opérateurs apprécient vraiment parce que c'est plus ludique pour eux, les écrans sont plus sympas. En peu de temps, on arrive à avoir un retour et puis ils sont tout le temps dessus, eux, avec leur téléphone, quoi. Oui. Donc c'est clair que ils ont aucune difficulté. Ils ont plus de difficultés en fait à exprimer aussi ce qu'ils voudraient avoir. C'est la seule difficulté qu'on a rencontrée, que ce soit pour développer les écrans MES que pour faire fonctionner l'IA. Ils osent pas demander presque. D'accord. Justement, Damien Pellier, pour faire en sorte que finalement la connaissance humaine arrive et l'exactitude aussi de cette connaissance humaine, puisque l'outil IA doit s'alimenter que de paramètres exacts, sinon on rentre dans le mur. Est-ce que vous avez développé, est-ce qu'il y a des choses des systèmes qui existent, des solutions ou des outils qui existent justement pour permettre aux humains, en tout cas aux hommes et aux femmes, d'alimenter, d'enrichir cette IA et de faire aussi accepter cet outil? Disons que, à mon avis, le problème, il n'est pas tellement informatique. Moi, je suis informaticien, donc c'est pas un problème algorithmique. C'est bien la conception des systèmes et l'implication des gens, notamment au niveau de la conception. Le problème de l'intervenant de Patrick Villoin, c'est bien extraire les données, les connaissances métiers, les formaliser. Un expert saura le faire plus ou moins bien.
mais c'est bien l'extraction des connaissances métiers qui peut poser problème. Alors, ça n'a pas posé de problème dans son cas, mais dans l'équipe, moi, je sais qu'on travaille aussi avec, on a une ergonome, une psychologue, une chercheuse en psychologie du travail et ergonome. Et c'est vrai qu'extraire les connaissances, c'est compliqué. Il faut conduire le changement. Il faut amener les gens à exprimer ce qu'ils veulent. Retirer la connaissance métier, c'est aussi s'approprier une partie du caractère indispensable des gens qui produisent tous les jours sur la chaîne de production. Donc, il y a des gens qui le vivent mal. Donc, vous voyez, moi, je suis informaticien, on me demande de m'exprimer là plutôt sur des choses qui sont de l'ordre de l'humain. Donc, effectivement, je pense qu'il y a un travail à faire, c'est-à-dire que quand on met en place ces solutions, il faut impliquer les gens au travers de jeux, de situations pour récupérer les informations, ne pas enlever ce qui fait le sens au travail des gens qui font vraiment le travail tous les jours. Si effectivement c'est de faire le planning qui intéresse les gens, il ne faut peut-être pas enlever le planning, même si en tant que vendeur de MES, vous avez envie d'enlever le planning. Mais si c'est le cœur du métier de la personne, vous lui enlevez le sens à son travail. Donc voilà, c'est intégrer finalement le plus tôt dans les solutions technologiques l'humain pour vraiment lui proposer quelque chose. Donc, ça veut dire modifier les interfaces graphiques, vous en avez parlé, mais ça peut être effectivement l'intégrer dans le processus de décision avec l'IA. D'accord. Donc, comment faire finalement la co-construction d'une solution. Olivier Valmont, pareil, peut-être une ou deux bonnes pratiques pour faire bien accepter la solution. Ouais, en fait, alors toutes les réticences qu'on peut rencontrer et les préjugés, etc., et ce qui se dit, parce que les gens sont tellement connectés aujourd'hui que toutes les rumeurs, toutes les fantasmagories peuvent tourner autour de l'IA et de ce qu'elle va apporter ou générer. Moi, j'ai constaté déjà avec l'apport du MES et avec le machin que beaucoup de craintes que l'on pouvait avoir et jubiler sur les conséquences de tout ça étaient un peu fausses dès lors que vous intégrez les gens dans la réalisation d'un projet et surtout dès lors que votre projet est mené de manière bienveillante. C'est-à-dire qu'en fait, l'IA, c'est un outil. Ça ne remplacera pas les gens, ça ne les supprimera pas, ça leur permet d'aller plus vite, plus loin, plus haut. Et ça, c'est une perspective qui est toujours, les gens, on leur dit, OK, l'IA va t'aider à te débarrasser de la partie chiante de ton boulot pour t'aider à tout le temps avoir la bonne décision. Et ça met en valeur les gens. Donc, à partir du moment où vous avez un projet qui est mené de manière bienveillante, en disant, OK, l'idée, c'est de tirer le meilleur parti des outils d'IA, des outils de MES, etc., pour te permettre de mieux travailler, de moins avoir de soucis finalement au cours de ta journée parce que t'avais pas vu venir le problème et du coup tu te retrouves à galérer parce que t'as raté un batch et que ton chef il va te demander pourquoi, comment t'as fait pour rater ton batch, mais qu'est-ce que t'as encore oublié, où est-ce que t'étais. Dès lors que les gens ont compris que finalement tous ces outils-là étaient là pour leur permettre de toujours bien travailler et souvent d'aborder des sujets qu'ils n'ont pas le temps d'aborder par ailleurs parce que il faut qu'il surveille son truc comme sa petite cuisine sur le feu, son biscuit, alors que si l'IA lui dit tiens il faut que tu coupes ta chauffe maintenant, ça sera bon pour après, ça veut dire qu'il est débarrassé de certains poids et cette bienveillance là du coup les utilisateurs à l'arrivée ils ont aucun problème avec l'IA et avec l'IA comme avec le MES globalement. Et rapidement, ils deviennent en général prescripteurs parce que je suis bien d'accord, ce qui est souvent difficile, c'est de faire émerger le besoin. Les gens hésitent un peu, ils savent pas trop ce qu'ils ont besoin, de ce qu'ils vont demander. Ah, je veux tout. Mais oui, mais alors définis le mot tout. Et ça, c'est dur. Et par contre, une fois qu'on est rentré dedans et qu'ils commencent à utiliser l'outil, alors là, la boîte de Pandore s'ouvre et les bonnes questions arrivent. Et est-ce qu'on pourrait avoir ça? Ah, c'est bien ton truc. Est-ce que tu pourrais nous rajouter ça? Et c'est pour ça que il y a des craintes. Les décideurs se font souvent une montagne de craintes qui disparaissent finalement assez naturellement et on est toujours surpris de l'intégration par les opérateurs. La conduite du changement, elle est native dès lors que vous êtes bienveillant au départ. Alors, oui, Eric. Je voulais juste dire, je pense qu'il y a différentes perspectives. Là, ce qu'Olivier vient d'évoquer, et il y a eu des cas où l'IA était au service, on va dire, plus des opérateurs, ok? Et il y a aussi des notions où il y a différents types de profils au sein d'une entreprise qui vont pouvoir utiliser l'IA. Moi, par exemple, ce que j'ai présenté, c'est plutôt orienté pour les gens de l'amélioration continue ou les managers. Et il y a d'autres sujets qui vont faciliter la vie effectivement des opérateurs.
je pense que c'est pas les mêmes perspectives, on va dire. Voilà. Il y avait Marc-Antoine, il y avait une question, je crois, dans l'assistance. C'était, je peux peut-être la poser à nos différents auditeurs. Qu'est-ce que t'en penses? Oui, ou si tu veux, je peux le faire, hein, je suis toujours là. Oui, c'était plutôt en lien avec l'adaptation de l'IA, de ces nouveaux outils, à de nouvelles données ou à des changements de l'environnement. De l'ordre de la réglementation, changement de réglementation, comment est-ce qu'on intègre dans le système que l'on a déployé, ou si, je pense à Olivier ou à Patrick en particulier, s'il y a un changement de contraintes d'un de vos clients, comment est-ce que vous allez l'adapter et l'intégrer facilement dans vos outils? Alors, pour moi, ça, c'est encore un point qui est quelque peu problématique, dans le sens où ce qu'on a vécu avec les phases d'apprentissage d'une IA, où on lui enseigne, hein, on lui apprend à devenir un expert, etc. Le changement de règles du jeu ou de dispositifs, hein, les 2 machines ou les 3 machines, on change les machines, c'est autre chose, etc. J'ai eu un peu le sentiment, mais là, j'ai peut-être pas encore d'expertise suffisamment poussée, j'ai eu un petit peu le sentiment qu'on repartait avec un enfant en bas âge. C'est-à-dire qu'en gros, notre IA, fallait revenir un peu, voilà, vous aviez réussi à la faire grandir, vous lui avez tout appris à bien faire, et vous la changez complètement de contexte. Donc en gros, c'est un petit peu comme si vous la changiez de planète et qu'il fallait lui expliquer, bah voilà, maintenant tu es dans un nouvel environnement et les règles du jeu sont plus les mêmes, et il faut tout recommencer un petit peu. C'est un peu ce que j'ai eu l'impression de vivre. Je sais pas si c'est... Je suis pas sûr que ce soit vraiment évitable, parce que je pense quand même qu'à un moment donné, l'IA, vous lui avez appris un certain nombre de choses, à savoir bien faire les choses. Si vous changez beaucoup de choses, il faut tout réapprendre. C'est un petit peu le retour à la base depuis le début. C'est mon sentiment, mais l'avenir, les IA évoluent tellement vite qu'on peut imaginer également qu'elles seront capables de elles-mêmes réapprendre en disant, OK, alors tu m'avais appris à faire comme ça, il faut que j'apprenne autrement maintenant. Je pense que c'est bon pour les questions. Peut-être une dernière question, Damien Pellier. Quels sont je dirais, les développements à venir que l'on pourrait envisager en matière d'IA dans l'industrie, notamment à intégrer dans un MES? Qu'est-ce que vous avez dans les pipes? Moi, comme je vous l'ai dit, il y a effectivement l'intégration dans la boucle de décision, notamment pour les MES, et peut-être pas pour la génération de rapports, mais plus sur l'aspect, on va dire, prise de décision de la production. C'est l'intégration de l'humain dans la boucle de décision pour que ce soit plus accompagné. Il y a aussi, à mon avis, un enjeu qui est un peu discuté là au travers de je réapprends à mon IA, à mon algorithme d'apprentissage automatique, parce que IA, pour moi, c'est un terme générique, ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, à mon algorithme d'apprentissage, oui, effectivement, vous avez un nouvel algorithme, donc il faut apprendre systématiquement. Donc, est-ce qu'il faut avoir le bon jeu de données? Est-ce qu'il est biaisé? Est-ce qu'il n'est pas biaisé? Bon, bref. Vous ne pourrez avoir aucune garantie sur les systèmes de production. Donc, il y a un aspect, vrai, effectivement, c'est le caractère générique des solutions d'IA qu'on propose. Est-ce que je suis capable de couvrir tout un panel? Est-ce que je suis capable de réapprendre? Ou est-ce qu'il suffit que je modifie en rajoutant une machine pour dire que ça marche? Donc, il y a le côté générique, notamment sur les aspects, on va dire, génie logiciel pour pouvoir s'adapter à plusieurs clients. Il y a l'aspect preuve. Je reviens dessus. C'est important de prouver les décisions. C'est pas je prends une décision et puis peut-être que ça se passera bien, peut-être que ça se passe pas bien, ou peut-être que mon IA a une hallucination, il va me dire qu'il faut que je produise 2000 tonnes de biscuits alors qu'il m'en faut que… Bon, bref, vous voyez ce que je veux dire? Donc, voilà, il y a les aspects preuves, l'aspect humain et puis effectivement l'aspect générique qui m'apparaissent les points, les verrous clés si on veut, si les MES, en tout cas, en tant qu'industrie du logiciel, veut passer un peu à l'étape supérieure. D'accord. C'est le moment d'en terminer avec cette table ronde. Malheureusement, le sujet est très vaste, mais et passionnant également, mais le temps nous est compté. Je repasse la main à Marc-Antoine. Merci en tout cas à tous les trois. Ça sera l'occasion de faire un deuxième webinaire sur le sujet. C'est vrai qu'on aurait pu passer toute l'après-midi à en parler, mais malheureusement d'autres ont d'autres réunions et j'en fais partie aussi. Je vous remercie tous pour votre attention.
d'un côté, les experts du club MES restent à votre disposition pour en discuter. Je remercie ceux qui ont répondu au sondage notamment. Voilà, n'hésitez pas à contacter les experts du club MES ou à demander à être mis en relation éventuellement avec les industriels et éventuellement le professeur Pellier si vous souhaitez pousser la standardisation à son maximum, puisqu'il est aussi friand, je pense, d'avoir de nouveaux projets à étudier d'un point de vue informatique et algorithmique, si j'ai bien tout compris. Donc voilà, n'hésitez pas, ou à repasser par moi si c'est nécessaire pour demander ces mises en relation. Je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Merci.